Donc je vous explique le principe de ce soir. Donc là, je vois que on a un flux qui n'augmente plus ni ne diminue plus, donc c'est parfait. Donc le principe de ce soir, ça va être de faire un petit peu des reacts. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un live où j'ai pas beaucoup préparé, mais j'ai un peu préparé quand même. Je vous ai préparé des petites, en tout cas, une petite conversation, un petit post sur LinkedIn et j'aimerais qu'on passe dessus ensemble avec des commentaires. Donc voilà ce que ça va donner. Il y a normalement en même temps que Instagram, Twitch. Donc il y a quelques temps, il y a une semaine à peu près, il y a 2 semaines même, je suis tombé sur ce post, sur LinkedIn, et du coup ma webcam hop, donc je suis tombé sur ce post sur LinkedIn et donc dans ce post-là, c'était un ostéopathe qui a fait une formation qui lui a pas plu et donc bah, en fait, c'est son droit de pas apprécier la formation. Du coup, ce qui m'intéresse, moi, c'est les raisons qui ont justifié pourquoi ça lui a pas plu. Donc, je vais le lire et comme tout ostéopathe curieux et désireux d'apprendre, je me forme régulièrement chaque année. Le thème de la formation était la prise en charge centrée sur la personne au-delà du modèle biopsychosocial. Certains auront reconnu, moi je pense que c'est la formation de Jerry Draper-Rodi. Donc, Jerry Draper-Rodi qui, du coup, est un ostéopathe qui travaille au Royaume-Uni et qui est aussi chercheur. Il est docteur. Du coup, il promène plusieurs projets de recherche et il a fait une formation pour Kiki Learning. Donc, je pense que c'est cette formation euh, a été délivrée par un formateur ostéopathe et pour les ostéopathes. Je continue la lecture. J'arrive sur le lieu de formation, le cadre est super, l'accueil est soigné, on échange quelques mots avec les participants autour d'un café, et du grillage, jusqu'ici tout va bien. Donc pour l'instant, elle dit c'est cool le café. Je savais pas encore que j'allais être déçu. Déçu parce que certains de mes confrères osent appeler ostéopathie. Donc là, on sent que bah, sa définition de l'ostéopathie était malmenée. Déçu par le manque de considération pour la philosophie et l'histoire de l'ostéopathie. Bon, apparemment, on a visé juste. Déçu par le fait qu'on puisse se dire ostéopathe en ayant une pratique qui ne laisse pas la place au ressenti ni à l'intuition parce que les études disent que c'est biaisé. Déçu par le manque de confiance de mes collègues, tout d'abord en eux, et par conséquence en l'ostéopathie. Déçu par le contenu d'une formation qui va se focaliser sur la douleur, alors que l'ostéopathie prend la globalité et le mouvement avant. Évidemment que la douleur guide le déroulé d'une consultation d'ostéopathie, elle est cependant loin d'en être le centre. En m'inscrivant à cette formation, j'ai fait un pas vers un domaine de l'ostéopathie avec lequel je ne suis pas à l'aise. Il s'agit de l'abord Evidence-Based Practice, EBP. D'abord que l'on peut qualifier de scientifique. Je ne suis pas à l'aise lorsque l'engagement de l'ostéopathe dans ce domaine est extrême. Ces ostéopathes ne proposent plus que des prises en charge basées sur les résultats des dernières études scientifiques, ne font que très peu de thérapies manuelles. À ce niveau-là, de mon point de vue, l'EVP dénature et cloisonne l'ostéopathie. D'une certaine façon, je comprends que certains de mes confrères soient dans cette voie. Je comprends qu'ils soient perdus et dans le flou face aux différentes approches de l'ostéopathie. Je comprends que par manque de confiance en eux, ils se réfugient dans la science, ses résultats d'études et ses guides de bonne pratique. Et je comprends qu'il soit plus facile d'adhérer à l'autorité scientifique plutôt que de travailler ses ressentis et ses propres inconforts. Du coup, en faisant cela, il se prive de tout un pan magnifique de l'ostéopathie. Bien que je ne sois pas un exemple de confiance en soi, j'estime mettre suffisamment de cœur et d'amour dans ce que je fais pour que ça fonctionne. Et c'est le cas. J'utilise l'EVP pour orienter mes patients vers d'autres professionnels de santé, mais je ne base pas ma pratique là-dessus. L'ostéopathie n'est pas là. Elle est bien plus que ça. L'ostéopathie se joue dans l'espace d'une rencontre, d'un échange, d'un accompagnement par le mouvement, le toucher, le ressenti. L'ostéopathie se vit et se partage au-delà des mesures scientifiques. Et donc, on peut voir que bah, ce poste a suscité des relations, de nombreuses réactions par rapport à ce que le compte de cette personne fait en permanence. Et donc, ce poste, on va essayer de le découper un petit peu. Donc, en gros, là, qu'est-ce qui a péché chez cette personne-là? C'est intéressant parce que du coup, on a tous le droit de ne pas être d'accord avec une formation, avec le ressenti et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Donc, ce qu'on peut voir dans ce poste-là, c'est que du coup, la personne, elle avait envie de, je crois, de continuer exactement la pratique comme elle le faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'apparemment, elle utilise beaucoup son ressenti et son intuition vraiment dans toute sa thérapie. Et ça me semble rigolo que de dire, heu, pourquoi on abandonne les trucs de l'ostéopathie juste parce qu'ils ont montré que ça marchait pas. Et ça me fait un peu rire, donc c'est un peu dans la partie, heu, déçu par, tac, 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 on est dans une pratique qui ne laisse pas la place au ressenti ni à l'intuition. Et ça me fait un peu rire et ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent dessus, donc et des personnes qui vraiment, ils vont pas de main morte avec lui, hein. Je vous invite très sincèrement à étoffer vos lectures sur le modèle biopsychosocial. Heu, on peut être d'accord avec toi autant, mais sans pas parler de manque de confiance en soi pour ceux qui vont vers de l'EP, c'est tout à fait délirant. Et oui, effectivement, c'est un peu insultant. Vraiment, c'est un peu insultant de dire que, il y a des personnes qui,
les personnes qui vont vers l'EVP, c'est celles qui ne se sentent pas confiantes en elles et je trouve que c'est très rigolo parce que ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui se passait sur le réseau des kinés en 2015. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si vous avez connu cette époque-là, aux alentours de 2015-2016. C'est-à-dire qu'en gros, on disait que ceux qui s'orientaient vers la science, c'était les médecins ratés, ceux qui voulaient faire médecine et qui avaient raté et qui du coup, bah, en fait, ils étaient pas du tout intéressés par le fait de toucher les patients et de laisser le ressenti parler et ce genre de choses. D'un point de vue, d'un point de vue philosophique, c'est intéressant parce qu'en gros, ça veut dire que la personne, elle estime qu'elle est tout à fait elle est la personne, elle est tout à fait, supérieure à ce qu'on pourrait avoir en résultats, scientifiques et que donc il ne faudrait pas, laisser les résultats scientifiques, changer ce qu'elle va avoir dans son ressenti et c'est ça qui m'interpelle un petit peu dans tout ça. Donc du coup, je sais pas si vous avez vu, donc moi je lui ai fait ce commentaire-là. Si j'ai bien compris le message, l'idée c'est de continuer à faire des choses qui ont fait des démonstrations de ne pas fonctionner parce que ça colle à votre définition de l'ostéopathie. Vous préférez faire avec intuition plutôt qu'en raisonnant et c'est rigolo parce qu'en fait, lui, il a une définition de l'ostéopathie, de l'histoire basée sur l'ostéopathie, de comment on s'occupe de l'ostéopathie. Alors qu'en soi, il y a pas de consensus et je ne sais pas si vous avez déjà un peu cherché, vous-même, enfin, je sais que, à l'époque où je cherchais à critiquer l'ostéopathie. Ça m'est arrivé une longue période. J'ai cherché longtemps la définition de l'ostéopathie pour pouvoir critiquer cette définition de l'ostéopathie et j'ai pu, en sortir des définitions, mais plusieurs différentes, de différents endroits. Et il y a par exemple la définition, qui va émerger du, de l'OMS. L'OMS, du coup, qui a fait tout un guide. Et qui s'appelle, c'est le Benchmark for Training in Osteopathy. Donc je vais essayer de vous le sortir. Je ne sais pas si ça va apparaître. Vous allez voir et donc dans ce Benchmark of Training for Osteopathy, il parle des principes, de base de l'ostéopathie et qu'en gros l'ostéopathie se base effectivement sur, des principes, les lois de l'ostéopathie, les principes fondateurs de l'ostéopathie et ces principes, ils sont souvent attribués à Andrew Taylor Still, donc l'inventeur de l'ostéopathie et finalement, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que, bah, c'est quand on regarde un petit peu, quand on recherche d'où sortent ces principes, il me semble que si je fais pas d'erreur et du coup, je revérifie mes sciences et c'est que les principes fondateurs de l'ostéopathie, donc c'est la loi de l'artère, du coup, hop, on va aller chercher là-dedans. Tac, tac, tac. Donc l'humain est un être, dynamique, une unité fonctionnelle, heu et du coup, il y a le corps, l'esprit et le spirit, the body, mind and spirit, que le corps, possède des mécanismes autorégulateurs et que la structure et la fonction sont intercorrélées et à tous les niveaux du corps humain. Donc ça, c'est les principes fondateurs de l'ostéopathie et effectivement, si on considère que l'ostéopathie, ça reste du coup dans cette définition-là, si on considère que l'ostéopathie reste dans ce truc-là, effectivement, c'est un des principes qui ne sont pas et qui sont immuables, que donc on ne peut pas faire évoluer en fonction de la science. Par contre, si on regarde bien, en fait, il existe d'autres définitions de l'ostéopathie. Par exemple, heu celle de l'UCO, l'University College of Osteopathy. Je vous la sors ça là tout de suite. Donc, la définition de l'UCO, elle est intéressante parce que, bah, du coup, elle est beaucoup plus souple. J'essaie de vous la ressortir. What is osteo donc l'ostéopathe a un rôle important à jouer pour aider les personnes à manager, à gérer leur santé et leur bien-être. Un ostéopathe, c'est un professionnel hautement entraîné qui a une expertise dans le système musculo-squelettique, les muscles, les articulations et leurs relations avec les autres systèmes du corps humain. L'ostéopathe utilise souvent des thérapies hands-on et c'est rigolo, c'est que là, il est dit souvent et donc du coup, c'est pas, nécessairement, pour améliorer la mobilité, relâcher les tensions, améliorer la circulation sanguine, optimiser la fonction physique et du coup, les ostéopathes, ils font bien plus que ça dans cette définition-là. C'est souvent dit que les ostéopathes, traitent les personnes, pas les problèmes et qu'en gros, il va considérer tous les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux et c'est exactement ce qui est rigolo pour avoir fait un petit peu le début de la formation de Jerry. C'est exactement ce qu'il fait. Donc je suis en train de lire vos commentaires là. Du coup, on a, le cercle pain au corps, c'est rigolo.
la loi de l'artère n'a jamais fait partie des principes en réalité. Ben, en fait, étant donné que les principes, on ne sait pas d'où ils émergent, sachant que en fait, c'est censé être un résumé du bouquin de style, j'ai envie de te dire, tu peux mettre ce que tu veux dans les principes. Tant donc moi, je te dirais, le neuvième principe de l'ostéopathie, comme ça tu diras: «Ah mais quel 9e principe?» et tu inventes ce que tu veux derrière, tranquille. Oui, les principes fondateurs de l'ostéopathie, c'est bullshit, je suis étudiant en ostéopathie, la thérapie manuelle, c'est cool. Les principes qui sont tantôt 3, 4 ou 5, jamais dictés par style, qui ont été utilisés 3 fois par conférence de consensus, l'artère n'est pas un principe d'ailleurs et ils ont été remaniés maintes fois. Donc on est d'accord que les principes de l'ostéopathie, c'est rigolo et donc du coup là, on touche à un problème, c'est que, bah, cette personne-là, ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'elle a sa définition de l'ostéopathie et du coup, elle peut sa définition de l'ostéopathie est rigide et je pense que c'est un énorme problème pour les ostéos en France qui, du coup, vont avoir du mal à, évoluer si, à se maintenir en vie, en santé, à maintenir leur profession, si jamais, en fait, ils restent bloqués sur ces idées de, heu, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement et on ne peut pas faire évoluer. Donc du coup, ça, c'est un problème pour moi. Si on regarde un petit peu les réponses que que j'ai à mon commentaire, si on peut, voilà, on peut dire que en gros, est-ce que j'ai tous les commentaires là? Chacun en faisant chacun la lecture, on n'arrive pas à tomber d'accord si c'est même non, il manque des commentaires là. Il manque des commentaires, ils sont pas dans l'ordre. Ah bah, je suis déçu. Est-ce qu'il y a un ah oui, c'est bon. Donc on peut voir que ça a généré plein de choses. Donc il y a pas que les gens qui lui sont tombés dessus, hein, il y a aussi des gens qui partagent un petit peu son mal-être. Je crois que c'est un peu un indicateur qu'en fait, il est pas à l'aise avec, le BP comme, certains comme moi, je suis pas à l'aise du tout avec, le fait de pratiquer sans justement, essayer de prendre en compte les dernières données de la science. Hem et on va faire un tour dans les commentaires. Je hais LinkedIn. Je sais pas si vous aimez bien LinkedIn. Moi, je trouve ça absolument désagréable. C'est lent, leur site est lent. Ah ouais. On n'arrive pas à tomber d'accord systématiquement, c'est bien qu'une lecture stricte des études, c'est vraiment pas la le 1 commentaire. Et bah, écoutez, on va faire 100. Donc en gros, je vous explique. L'idée, c'est que, heu, en gros, cette cet ostéopathe est venu défendre un petit peu, du coup, le ressenti du premier qui a fait son retour sur la formation et pour défendre le ressenti du premier qui a fait la formation, il a dit: «Bah oui, en fait, tout le monde n'est pas d'accord, sur les études et ce genre de choses. Le point de vue, strict, la lecture stricte des études, ça amène pas forcément à un consensus et ce genre de choses» et du coup, je lui ai dit: «Bah, en fait, i si je veux qu'est-ce qu'il te faudrait? Qu'est-ce qui te manquerait comme preuve pour que tu reconnaisses que, bah, que la thérapie manuelle, non spécifi la thérapie manuelle améliore les pas plus que de manière non spécifique que de manière spécifique. La thérapie manuelle spécifique n'améliore pas plus les patients qui ont des douleurs, n'aide pas plus les patients qui ont des douleurs qu'une thérapie manuelle spécifique». C'est le premier point que, bah, du coup, en fait, il y avait pas les dysfonctions ostéopathiques, c'est quelque chose qui n'est pas avéré, qui a disparu et que, bah, on n'a pas besoin d'évaluer la posture et ce genre de choses et en fait, c'est exactement c'est exactement ce qui est abordé dans la formation d'Isabelle Parodi que j'ai commencé à faire et du coup, à cette personne-là m'a répondu que, malgré cette personne, c'est une personne avec qui j'ai échangé sur le site ostéopathe.pro et du coup, le site ostéopathe.pro dedans, j'avais fait un article sur, qu'est-ce qu'un ostéopathe EVP et donc cette personne-là avait voulu, apporter une critique et donc du coup, vous pourrez lire notre, conversation. Donc on a essayé de retracer un petit peu toute notre conversation, tous nos points de désaccord et ce genre de choses et du coup, à la fin, on en est quand même tombé en désaccord et du coup, il me dit que tout dépend de ce que tu inclus dans ta PNL. Exemple trust oui, crânien non. Donc en gros, il dit que le trust n'abuse pas de manière spécifique, mais le crânien oui et ce qui est rigolo, c'est qu'il cite l'étude de Chait-Telleri et al. En 2017, donc il y en a eu 2 en 2017, je suppose, qui est, je ne sais pas exactement de laquelle il parle. Il y a une revue systématique et une étude sur le toucher continu. Donc une étude où en fait, dans la première étude, en fait, c'était que, les patients, ils étaient en aveugle, ils étaient dans une machine à IRM et ils avaient pour instruction de se concentrer, sur, un stimulus auditif ou, un stimulus, avec à faire avec leurs mains, donc c'était ça et du coup, le thérapeute, il y a un thérapeute qui venait leur faire des manipulations, soit avec une intention de toucher, soit avec une intention, soit pas l'intention de toucher justement. Soit, avec l'intention de soigner, soit sans l'intention de soigner et du coup, ce qu'on pouvait voir, c'est qu'il y avait une différence significative dans le cerveau, au moment de faire cette thérapie manuelle, et en fait, cette différence significative laisse suggérer que, bah, du coup, les personnes ont en fait, beaucoup plus d'attention
sur leur perception corporelle parce qu'en fait, c'était une différence significative sur, des zones dans le cerveau qui servent justement à mobiliser l'attention sur une zone du corps. Et effectivement, les gens ont plus s'ils ont plus d'attention sur leur corps, s'ils ont plus d'attention sur ce qu'on appelle l'interoception. Donc c'est la sensibilité intérieure du corps. Le fait que les gens, ils aient plus ça, bah, le problème, c'est qu'après, bah, qu'est-ce qu'on en fait en pratique? Qu'est-ce qu'on en fait en pratique que, le fait que, bah, du coup, si on a l'intention d'avoir une bonne, l'intention d'avoir un effet, bah, les gens, ils sont plus concentrés que si on n'a pas l'intention d'avoir un effet thérapeutique. Si parce que, bah, ça pourrait s'expliquer. On a vu dans plusieurs études que, on arrive à véhiculer nos attentes chez le au sein des patients de plein de manières différentes. Je pense notamment à l'étude où ils ont essayé de transmettre un placebo de manière sociale. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient mis une crème qui était dite le Thermédol et cette crème, le Thermédol, du coup, c'était une crème qui était du placebo et en fait, ils l'ont fait à des gens qui étaient, des volontaires pour l'étude. Ils leur ont mis la crème qui leur disait: «C'est du placebo», ils ont chauffé leur peau avec un laser et après ils ont mis la crème qui disait que c'était du Thermédol, qui était exactement la même que le placebo, sauf que là, ils chauffaient la peau avec le laser, mais en chauffant moins fort et ce qui s'est passé, c'est que du coup, les personnes, du coup, elles ont eu des attentes positives envers le Thermédol, alors que c'était la même crème. En disant: «Ouah, cette crème-là, elle marche bien pour diminuer la chaleur que je ressens» et du coup, ces personnes-là, après, on leur a demandé d'appliquer la crème. Soit ils avaient le placebo en sachant que c'est du placebo, soit ils avaient le placebo en croyant que c'était du Thermédol et ils devaient l'appliquer à une autre personne. Ils avaient tout un script, donc ils pouvaient pas dire, ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient pas dire, ils pouvaient pas changer la manière d'expliquer les choses au sujet et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont réussi à avoir plus d'effet du Thermédol que du placebo, alors qu'ils étaient pas au courant. Heu, comment vous expliquer ça? Donc en gros, c'est-à-dire que le placebo a été transmis d'une certaine manière, soit dans l'attitude, soit dans le paraverbal, soit dans plein d'autres choses qui a fait que du coup, la personne qui, était du coup, «manipulée» entre guillemets, heu, je vais essayer de vous mettre une image qui repartage un petit peu cette étude-là. Je vais essayer. C'est mes débuts de streamer, hein, donc je suis pas encore très bon pour ça, mais après je vais m'améliorer. Donc le GI Douleur, le groupe d'intérêt douleur de la Société française de physiothérapie, du coup a fait une infographie avec, du coup le groupe Pop-Up Placebo. Donc qui s'est, dissous, si je raconte pas de bêtises, qui était, fait avec, Léo Druard, Sarah Everman-Swartz et du coup, Gabriel Fonget, heu et hop, je suis en train de chercher si elle est encore accessible sur Facebook et du coup, ce groupe-là, donc j'ai Léo Druard, je sais pas si vous connaissez? Léo Druard, du coup, qui, aujourd'hui, travaille à Grenoble. Heu, voilà, elle est accessible ici. Alors, vous me direz si vous arrivez à lire. Donc en gros, du coup, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Ah pardon, c'est pas du tout cette étude-là dont je vous parlais. Heu, quelle erreur. En fait, là, c'est une autre étude où en gros, on arrivait à faire un délai dans l'effet placebo. Mais toujours est-il que du coup, dans l'étude dont je vous ai parlé, le placebo socialement transmis, heu, du coup, dans cette étude-là, on arrivait à transmettre du placebo et il y a une 2e évaluation qui a été faite en filmant le visage des gens et apparemment, bah, on pouvait retrouver des expressions faciales qui pouvaient expliquer comment ils arrivaient à transmettre le placebo. Donc, éventuellement, en faisant la manipulation avec l'intention de soigner, et ben, du coup, il est possible que les personnes perçoivent quelque chose de différent dans la manière de toucher, qui va manipuler, qui va monopoliser un petit peu plus leur attention dessus. D'où l'interoception qui va être différente, que ce soit, d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait en pratique? On a vu que du coup, il y a des on parle bah, oui, mais est-ce qu'on a vu que l'ostéopathie était très bien pour, travailler sur, l'approche émotionnelle, ce genre de choses. Et du coup, la question elle va se poser, mais c'est qu'est-ce qu'ils entendent par approche émotionnelle? Et ben, donc du coup, en gros, l'idée, c'est que l'interoception, le fait de travailler sur l'interoception, bah, du coup, ça va avoir à réguler différemment l'émotion et c'est rigolo parce que du coup, c'est les personnes sortent tout à fait du champ de compétences, mais ça change pas que à l'heure actuelle, quand on regarde les études sur le musculo-squelettique, dans l'ensemble, et ben, on se rend compte que, la thérapie manuelle spécifique n'a pas plus d'effet que la thérapie manuelle, heu factice, sham.
la fausse thérapie manuelle où on met juste les mains sur les gens, on fait semblant de faire des manipulations à ce genre de choses et du coup, c'est rigolo parce que, bah, en fait, on va chercher encore plus loin dans les détails, dans des mécanismes pour expliquer comment ça marche, alors qu'on a déjà vu que ça marchait pas et ce qui est rigolo, c'est, on respecte pas du tout le principe de la dent d'or, où avant de s'enquérir de la cause, il faut d'abord s'assurer de la véracité des faits. C'est-à-dire qu'en gros, avant de vérifier si, la thérapie manuelle, est effectivement, comment ça fonctionne, donc dans quelle manière ça pourrait fonctionner, donc là, on est en train de fonctionner sur l'interoception et ben, du coup, on s'est pas assuré du fait que, bah, la thérapie manuelle, ça marchait vraiment plus que de la thérapie manuelle placebo pour améliorer les douleurs, l'intensité des douleurs, améliorer, la fonction, améliorer, plein de choses qui sont très pertinentes pour le patient et donc si un jour, à un moment, il y a un patient qui vient vous voir, le principe c'est le principe de la dent d'or, non? C'est pas ça? Tu me diras si c'est pas ça que tu as compris. L'idée derrière ça, c'est que donc du coup, si on s'appuie sur, bah, si on s'appuie sur ça, on un patient vient vous voir et vous dit: «Bah, oui, bah, excusez-moi, j'aimerais beaucoup plus me concentrer sur le ressenti de l'intérieur de mon corps» et ben là, parfait, faites de la thérapie manuelle très spécifique et donc du coup, faites de la thérapie manuelle spécifique parce que visiblement, ça améliore plus l'interoception et si par contre le patient vient vous voir parce qu'il aimerait avoir moins mal, parce qu'il aimerait pouvoir mieux bouger, ce genre de choses, bah, peut-être pas. C'est peut-être pas le bon moment. Donc sélectionnez bien vos patients avec qui faire de la thérapie manuelle spécifique. Alors, pour ceux qui demandent du coup, la dent d'or de Fontenelle, c'est un c'est un c'est un texte argumentatif, donc je pourrais pas vous ressortir exactement toute l'histoire. Mais en gros, l'idée, c'est que c'est ce qu'on utilise souvent, pour dire, en fait, les gens, ils cherchaient pourquoi, si je raconte pas de bêtises, heu, j'essaie de vraiment je relis le test en même temps pour être sûr de ne pas vous raconter de bêtises, mais en gros, l'idée, c'est que, on cherchait à comprendre pourquoi, machin avait une dent en or et en fait, bah, il avait pas une dent en or. Donc du coup, ça aurait été rigolo de vérifier avant, que la dent était en or, avant de chercher pourquoi il en avait une en or. C'est un peu l'idée derrière tout ça. C'était ça, c'était un enfant qui était né avec une dent en or et du coup, tout le monde essayait d'expliquer pourquoi. Exactement, merci Pierre-Elie. On va aller faire un petit tour du côté des autres commentaires. Vous pensez que ne pas être dans le ressenti est un manque de confiance en soi, il est plus difficile d'aider un dogme spirituel, l'ostéopathie biodynamique, l'ostéopathie quantique, moi je sens que ou encore le crânio sacré que de remettre en question sa pratique. Donc il comprend, il comprend. Faites-vous l'ascension de la douleur lors des séances. Évidemment que la douleur qui déroule une constatation est cependant d'être en que ça. Donc il y a le commentaire derrière. Dire que dire que la douleur guide les séances en est passant peut tout à fait signifier que le motif de consultation du patient n'est pas la douleur et que vous en tenez compte. Ce qui n'est pas la même chose que de refaire à des patients dont le minimum, heu, le minimum détectable cliniquement est la douleur. Désolé de ne pas percevoir vos sous-entendus, je dois probablement pas assez travailler mon ressenti. C'était ouf. Alors, c'est bien malheureux en effet de voir cette lecture des études scientifiques alors que l'on peut tirer bien d'autres enseignements. La lecture des études n'est pas une tâche neutre, chacun y tire des informations en fonction de ses propres biais et l'intuition et le toucher y vont toute leur place. Bah, je pense que du coup, c'est pas tout à fait raisonnable, cette approche-là, de penser que, heu, là, à l'heure actuelle, on sait clairement que le toucher n'est pas fiable et si c'est pas fiable, bah, ça veut dire que, c'est comme si on faisait c'est comme si je tirais à pile ou face avant de faire une manipulation avec mes patients. De temps en temps, ça marche, mais du coup, ça quel est l'intérêt de tirer à pile ou face avant? Donc vous pouvez le faire si vous voulez, vous pouvez le faire pour le rituel ou ce genre de choses, mais si vous laissez avoir par la manipulation, vous faites ça, vous voyez, vous pouvez vous dire: «Bah oui, mais si ce que je fais, ça a pas de différence, au moins je le fais, vu que de toute manière ça a pas de différence, ça change rien pour le patient. Soit ça sert à rien et dans ce cas-là, bah, j'aurais fait pour rien, soit ça sert à quelque chose et dans ce cas-là, je suis bien content de l'avoir fait. Sauf qu'en fait, heu, on sait bien que, quand on fait une manipulation sans rien expliquer quand on fait une manipulation sans rien expliquer aux patients, la plupart des patients, c'est une étude en Belgique, donc le premier auteur c'est Demoulin en 2018 et 2019. Ce que les patients retiennent en premier, c'est que la, la manipulation on leur remis les os en place. Ils pensent que c'est ça que veut dire le craquement qu'ils ressentent et du coup, ça veut dire aussi que si on dit rien aux patients et qu'on essaye de chercher un truc, ben, les gens, ils vont en retenir que, bah, il y a peut-être un truc mécanique à chercher, à retravailler et donc même si on ne dit rien à un patient, on va avoir des influences, sur ses facteurs psychologiques, on va peut-être changer ses croyances de peur évitement, on va peut-être changer certaines choses et c'est important du coup de prendre en compte tout ce qu'on ne dit pas aux gens
et qui va être retenu par eux quand même. Je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience vous, au cabinet, de vous rendre compte que vous faites que vous expliquez de tout du mieux que vous voulez à vos patients et à la fin, votre patient, il vous dit: «Ah bah, heureusement que vous avez bien, réétiré les muscles parce que je vais beaucoup mieux, maintenant. Ah oui, mes muscles, ils sont détendus», tout ça. Alors que vous avez expliqué tout ce que vous vouliez expliquer avant sur comment c'était censé fonctionner votre exercice, comment c'était censé fonctionner la thérapie manuelle et en fait, le patient, lui, il a retenu, bah, que ce qu'il voulait que ce qui correspondait à sa croyance. C'est un peu confus. Je voulais un peu revenir là-dessus. Je suis un C'était ma première fois que je faisais, ce genre de réaction, heu, en live et j'avoue, je suis pas aussi à l'aise que ça, que ce que je pensais là-dessus. Donc je vais travailler là-dessus, je vais essayer de mieux préparer le prochain live. On verra comment ça va donner. Et là, je vais lire un petit peu, vos questions et là, tout le temps, mais du coup, c'était quelle vertèbre qui était bloquée? Ouais, c'est la question qu'on te pose après, quand tu as fait tout ce que tu pouvais pour expliquer qu'en fait, quand tu faisais une manipulation, ça crée un effet, neurophysiologique qui allait changer un petit peu la sensibilité des gens. Qu'est-ce que vous avez pensé du live? Moi, vous me ferez un petit retour. Je vais le laisser, un petit peu, mais du coup, je suis pas pleinement satisfait du format. Je vais retester d'autres formats au fur et à mesure et on va avoir un truc rodé et ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des trucs que vous sur lesquels vous aimeriez qu'on parle, qu'on fasse des reacts pour, la semaine prochaine. Ah oui, on me demande: «Est-ce que j'ai vu un nouveau message posté sur LinkedIn il y a 4 jours?» Hop! Il y a une semaine, j'ai écrit un texte racontant comment j'ai vécu ma dernière formation en ostéopathie. Mon texte a eu de l'impact. Il a mis des mots sur les situations que partagent certains de mes confrères. Il a également suscité colère et mépris chez d'autres. Et c'est ce qui m'intéresse, faire converger différents avis et permettre de faire émerger des réflexions intéressantes. Tous les commentaires que j'ai reçus m'ont fait réfléchir sur la notion de vérité. Je ne revendique pas et je n'ai à aucun moment eu la prétention de répondre à une quelconque vérité. J'ai partagé mon point de vue, rien de plus. Mon point de vue est évidemment influencé par mon éducation, mes expériences passées, mes lectures, mes rencontres et encore mon contexte et mon environnement actuel. Je pense que notre vérité est perceptive, changeante et non universelle. J'ai écrit ce texte à partir des émotions que m'a fait ressentir cette formation. Au passage, c'est sûrement ce qui a eu autant d'impact. Ces émotions, je les ai vécues dans mon ventre et dans ma chair. Elles ont mobilisé en moi l'énergie nécessaire pour trouver les bons mots et produire ce texte. Je ne dis pas qu'on peut tout justifier à partir de nos ressentis. Un crime passionnel reste un crime avant tout. J'estime que c'est une question d'aiguillage. Au service de quoi avais-je orienté l'énergie mobilisée? C'est à partir de cette question que se pose les limites de la dive thérapeutique. Ou de l'extrémisme scientifique à l'opposé. Dans tous les cas, il est meilleur sans d'imposer sa vérité aux patients. Avec du recul, je me dis que cette formation ne m'a pas apporté ce que j'étais venu chercher. Cependant, elle a le mérite de m'avoir fait réfléchir sur un tas d'autres sujets. N'est-ce pas cela qu'on en reconnaît une bonne formation? Et je trouve ça, moi, il y a moi, je trouve que la réaction est intéressante sur plein de points, sur le retour. Déjà, je trouve que c'est bien, c'est-à-dire qu'il a réfléchi. J'ai l'impression qu'il a réfléchi, mais qu'il a pas réfléchi dans la bonne direction, enfin dans un sens pour avancer, en fait. J'ai l'impression qu'il a pas réfléchi sur sa pratique en elle-même et plus sur de la philosophie, générale sur, qu'est-ce qu'une bonne connaissance ou ce genre de choses et du coup, je suis très mal à l'aise avec, les gens qui parlent d'extrémisme scientifique. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les gens qui parlent d'extrémisme scientifique. En fait, il y a quand même des gens qui viennent nous voir, en leur proposant leur corps et qu'est-ce que c'est qu'un extrémiste scientifique? C'est, quelqu'un qui va dire: «Bah, non, en fait, mes expériences, c'est un peu, pourri, j'arrive pas à trop faire de confiance à mes expériences, donc je vais essayer de mettre mes expériences un peu de côté pour vraiment me concentrer sur, ce que disent les études. Donc s'il y a une discordance entre mes expériences et les études, je vais plutôt privilégier ce que disent les études et moi, ça m'arrive plein de fois dans ma vie, quotidienne de devoir changer des choses parce que, bah, en fait, j'ai eu des études qui me disaient à faire d'autres choses des choses dans l'autre sens. Je pense que une des un des premiers trucs que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la pratique, au fil du temps, des années. Par exemple, à une époque, je disais que le massage, ça servait à rien et en réalité, quand je regarde les études et ben, en fait, je me rends compte que le massage, méta-analyse de Furlan en 2015, ça marche, qu'à court terme et quand on regarde à court terme dans la méta-analyse, c'est 6 mois. Est-ce qu'on peut dire qu'un truc qui marche pendant 6 mois, aussi efficacement que les exercices, ça sert à rien? Je crois pas et je pense que c'est une option qui doit être, proposée aux patients et qui doit être fait et ça, c'était dur de lutter contre les biais et je pense que je suis pas encore tout à fait sorti de ce biais-là, que, les massages peut être une bonne option thérapeutique. On est d'accord, les études, elles sont faibles et vu qu'elles sont faibles, je préférerais privilégier les exercices qui sont consensuels à l'heure actuelle. Mais c'est important quand même de prendre en compte ces éléments-là. On a Il faut préciser que ce monsieur semble avoir suivi la formation de Étienne machin,
Ce qui montre peut-être que ce qui l'intéresse comme approche très orientée vers le ressenti, voire le mystique. Bon, on parle d'un vrai langage de politicien. Oui, il est vrai qu'on dit, «J'ai réfléchi, mais je n'ai rien changé. Ah, j'arrive pas à lire vos commentaires à cause j'ai perdu vos commentaires. Alors attendez, je vais essayer de les récupérer». Il y a un élément, Nathan, qui nous dit: «Il y a un élément important à mentionner. Je ne sais pas si tu l'as abordé, mais nous sommes éduqués pendant 5 ans à développer notre perception. Nous sommes beaucoup dans l'ego. Je pense que la méthode scientifique n'est pas compatible avec sa pratique de la méthode Polyev». Bon, on va pas sombrer dans j'ai pas analysé son profil en temps normal, mais moi ça m'a fait un peu réfléchir sur certaines choses. Ça m'a fait réfléchir sur, bah, en fait, cette personne-là, elle a pas été convaincue de la formation. Est-ce que du coup, il aurait fallu a priori, dans l'entrée, faire en sorte que, alors là, pour le coup, ça a été plus ou moins fait, enfin, le programme de formation depuis que Calliope a été mis en œuvre, il est visible de tout ça. Mais est-ce que du coup, cette personne-là, il aurait fallu la faire, disparaître de la comment dire? Il aurait fallu la faire, faire en sorte que cette personne-là puisse ne pas s'orienter vers cette formation, même si visiblement, vu ça aurait été bien qu'elle, découvre de nouvelles, approches et pratiques. Et s'il aurait fallu faire une, formation, c'est toujours un peu ça la question, est-ce qu'il faut faire des formations intermédiaires pour, tout le monde en fait? Est-ce qu'en fait, il faut des formations pour, les gens qui croient pas aux sciences et donc du coup qu'il faut amener rapidement vers là et qu'il faut amener vers les sciences si on pense que, il faut respecter la loi? Parce que je rappelle que tous les thérapeutes, qui s'occupent de patients doivent respecter, les données de la science, selon la loi du 4 mars 2002. Est-ce que du coup, il aurait fallu, en fait, bah, c'est très bien ce qui se passe et qu'en fait, ils l'ont remise en question et peut-être qu'il faudrait aller vers là. Est-ce qu'en fait, il faut en parler à tout le monde, il faut discuter avec tout le monde de ce genre de choses et essayer de parler, de l'EBP de manière générale à tout le monde pour qu'ils comprennent, l'intérêt? Moi, je pense que c'est intéressant d'essayer de parler à tout le monde, mais la question va se poser, c'est comment on fait? Et du coup, si vous êtes, est-ce que vous avez déjà essayé vous, est-ce que vous avez eu des retours de personnes que vous avez réussi à amener vers, plus de science? C'est un peu le truc, que j'ai eu. On m'a appris à être uniquement à perception pendant 5 ans et donc à être dans l'ego. Je trouve que c'est vrai que moi, je pense qu'en dehors de ça, c'est pas une perte. En fait, je crois qu'il faut il y a aussi cette notion de la réactance, je sais pas si vous le savez, la réactance, c'est le sentiment de perte de liberté. Et du coup, les gens, ils se sentent toujours, ils ont toujours l'impression que, quand on leur fait perdre en liberté, ils vont réagir très, très négativement parce qu'ils aimeraient il y a rien qu'on supporte moins que de perdre des options. Et donc du coup, je pense que c'est intéressant que si je sais pas si cette personne, elle l'a vécu comme une perte, mais ce serait intéressant de se rendre compte que finalement, ne pas accorder beaucoup d'importance au ressenti, en fait, ça fait que multiplier, les possibilités au lieu de perdre. C'est-à-dire que même si, on sent que c'est pas tendu à un endroit, si c'est une zone qui est pas irritable, on peut se permettre de faire de la thérapie manuelle. Il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes et je trouve qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont en mal-être parce qu'ils ont l'impression d'être nuls, parce qu'ils ont l'impression ils n'arrivent pas à ressentir ce que les autres ressentent et tout ce truc de l'intuition et tout ça, ça va peut-être, bénéficier à quelques personnes, qui arrivent à se voiler la face, mais les personnes qui se disent, qui sont moins sûres d'elles, effectivement, du coup, je comprends un peu ce que veut dire, cette personne-là sur LinkedIn là. Les personnes qui sont moins sûres d'elles, effectivement, elles sont plus dans le mal-être parce qu'elles ont l'impression d'être nulles. Alors qu'en fait, elles sont pas nulles, c'est juste que l'outil ne fonctionne pas. Si tu arrives pas à faire fonctionner un truc qui fonctionne pas de manière générale, c'est pas toi le problème, c'est que l'outil ne fonctionne pas. Et donc, le ressenti, ça peut être, perçu de manière très violente, par certaines personnes. On me dit: «En vrai, j'ai un peu arrêté d'essayer de convaincre les gens. Ce que je peux faire, c'est expliquer pourquoi moi j'ai changé d'avis». Il y a quelqu'un qui dit: «J'ai l'impression que la pression sociale permet de faire changer d'avis. Si les gens sont minoritaires dans une pensée pour rester dans le groupe, ils vont faire tendre leur idée vers celle du groupe». Oui, c'est pas faux ça, la volonté de ne pas être exclu. D'où aussi l'importance, je crois, de faire des groupes, soudés comme, des groupes, qui partagent les sciences de manière soudée aussi et donc de se réunir. C'est dur aussi bien pour un P2 ou P3 avec quelqu'un qui a 10 ans de pratique de changer d'avis. Dans mon expérience, on retrouve les mêmes profils en formation continue ou initiale. On va clore là pour ce soir. Heu, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que, je vous propose que si vous avez envie, m'envoyer des perles et si je vois que, il y a des choses qui sont très intéressantes, je les partagerai, la semaine prochaine en live et sinon, j'ai d'autres choses de prévues pour le live de la semaine prochaine. Ça sera un autre format encore différent de celui-ci. Je vous souhaite une belle soirée.